Vous écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 21h à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en français facile. Zéphirin Quadio est à mes côtés pour le présenter. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, le président français est testé positif au Covid-19. Emmanuel Macron a participé à plusieurs réunions ces derniers jours. Des responsables politiques ont donc décidé de se confiner après avoir été en contact avec le dirigeant français. Et puis en Inde, les autorités annulent la réunion du Parlement fédéral prévue en fin d'année. Le gouvernement indien justifie sa décision par la crise sanitaire, mais l'opposition l'accuse de tout simplement refuser de débattre avec les élus. Nous irons aussi au Royaume-Uni. Pour la première fois, l'UNICEF va apporter une aide alimentaire à des enfants. Cette initiative provoque la colère de l'opposition. Notre correspondante à Londres nous dira pourquoi. Dans l'actualité, enfin, la Cour de justice de l'Union européenne sanctionne la Pologne et la Hongrie. Elle reproche aux deux pays de ne pas avoir respecté l'état de droit. Le journal en français facile. Le président de la France, Emmanuel Macron, est positif au Covid-19. Le chef de l'État a été testé positif aujourd'hui. Le problème, c'est que ces derniers jours, Emmanuel Macron a rencontré beaucoup de monde en France et en Europe. Il a par exemple participé à un Conseil européen la semaine dernière. Il a aussi participé à une réunion avec d'autres dirigeants. Il a reçu hier à Paris le Premier ministre du Portugal. Alors pour éviter de nouvelles contaminations au Covid-19, plusieurs responsables politiques ont décidé de s'isoler. Vincent Souriau. Hier, après son déjeuner avec Emmanuel Macron, Antonio Costa prenait la pause devant les photographes sur le perron de l'Élysée. Aujourd'hui, le Premier ministre portugais annonce qu'il se place à l'isolement et qu'il annule tous les rendez-vous nécessitant sa présence physique. Plusieurs autres dirigeants européens se mettent en retrait après avoir croisé le président français lundi à l'occasion des 60 ans de l'OCDE. Le Belge Charles Michel, le patron du Conseil européen, ainsi que Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, s'impose une quarantaine qui va durer jusqu'au 24 décembre. Parmi les premiers messages de soutien, celui de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, lui-même touché par une forme grave du virus au début du mois d'avril. Il souhaite à son ami Emmanuel Macron un prompt rétablissement. Encouragement venu aussi d'Ursula von der Leyen. « Je suis de tout cœur avec vous », écrit la présidente de la Commission européenne. « Nous continuerons à travailler main dans la main pour vacciner et protéger nos concitoyens. » Explication signée Vincent Souriau. Et pendant ce temps-là, le Covid-19 progresse en France. Plus de 18 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. La situation est préoccupante, selon Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Le Covid-19 qui a aussi des conséquences sur la politique en Inde, Clémentine. Oui, le Parlement fédéral devait se réunir à la fin de l'année, mais le gouvernement indien a décidé d'annuler cette rencontre. Cette décision provoque la colère de l'opposition. Pour elle, la pandémie de Covid-19 n'est pas une excuse valable. L'opposition accuse le gouvernement indien de vouloir éviter les débats parlementaires en plein mouvement de contestation des agriculteurs. À New Delhi, Sébastien Farsi. Les deux premières sessions parlementaires de cette année ont déjà été raccourcies à cause de la pandémie. La troisième est donc annulée. Le gouvernement rappelle que lors de la session de septembre, 25 députés et sénateurs ont été testés positifs au Covid-19 et qu'il est donc trop dangereux de se réunir à nouveau. Pourtant, la situation est meilleure qu'alors. La contamination est à son plus bas, tous les commerces sont rouverts et d'énormes élections régionales viennent d'avoir lieu au Bihar. Le député Shashi Tharoor du parti d'opposition du Congrès a proposé d'organiser des réunions virtuelles, mais n'a pas eu de réponse. Je pense que c'est honteux, parce que ça veut dire qu'entre le premier lockdown, le 24 mars, et la fin de l'année, on aura eu 10 jours de réunion, c'est tout. On voit que le gouvernement est en train vraiment de diluer chaque institution autonome qui existe dans notre démocratie, le Parlement, les institutions comme la Commission électorale, le judiciaire, chaque institution est placée dans une position où ils ne peuvent pas travailler librement. Évidemment, pour le Parlement, c'est pas possible de faire ça. Il vaut mieux que ça ne réunisse pas du tout, comme ça, il n'y aura pas de situation d'embarras. Le gouvernement assure que la prochaine session parlementaire se tiendra en janvier. Celle-ci est obligatoire car il s'agit de voter le nouveau budget. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
C'est une première en République démocratique du Congo. Un couvre-feu a été instauré sur l'ensemble du territoire. Il a commencé il y a quelques minutes à 21h. Il s'appliquera jusqu'à 5h du matin. L'objectif des autorités est de freiner la propagation du Covid-19. La RDC a enregistré 15 000 malades depuis le début de la pandémie et 360 morts. La Pologne adopte elle aussi des mesures plus strictes face au nouveau coronavirus. Le pays sera partiellement confiné à partir du 28 décembre et pendant 3 semaines. Il sera interdit de se déplacer le soir du Nouvel An. Les centres commerciaux, les hôtels et les stations de ski seront fermés. Pareil pour les bars, les restaurants et les écoles. Seuls les commerces essentiels, comme par exemple les magasins d'alimentation, resteront ouverts. Et puis au Royaume-Uni, l'UNICEF va nourrir des enfants de familles touchées par le Covid-19. L'UNICEF, c'est le fonds de l'ONU pour l'enfance. C'est la première fois que l'organisation aide des enfants britanniques et cette initiative provoque l'indignation de l'opposition travailliste. Elle reproche au gouvernement du Premier ministre britannique Boris Johnson d'avoir mal géré la crise sanitaire. Muriel Delcroix. Créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, UNICEF a jusque-là toujours opéré dans des pays ravagés par les conflits, les famines ou encore les catastrophes naturelles. Mais cette fois, c'est à Londres, la capitale d'un des pays les plus riches au monde, que l'agence onusienne va apporter de l'aide humanitaire. UNICEF a promis d'octroyer quelques 27 000 € à plusieurs associations caritatives britanniques pour soutenir des familles du quartier de Southwark, dans le sud de Londres, durement affectées par le coronavirus. Au total, 18 000 petits déjeuners seront distribués par des écoles pendant les 2 semaines de vacances de fin d'année, mais aussi pendant les vacances de février. L'UNICEF a expliqué intervenir car la pandémie est la crise la plus urgente affectant les enfants depuis 70 ans, tout en prévenant qu'au final, une solution de plus long terme était nécessaire pour s'attaquer aux racines de la pauvreté alimentaire. En clair, le gouvernement britannique devrait prendre à bras le corps la situation actuelle. Le parti d'opposition travailliste a d'ailleurs fustigé l'inaction de Boris Johnson, jugeant honteux que des enfants britanniques dépendent d'associations humanitaires. Martelant que la pauvreté était un choix politique, le Labour a appelé le gouvernement à débloquer des fonds d'urgence. Muriel Delcroix, Londres, RFI. Et sur le front du Brexit, toujours pas d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se sont entretenus par téléphone ce soir. La diplomate européenne parle de divergences très difficiles à surmonter. Autrement dit, les deux parties n'arrivent pas à trouver de compromis. Ce qui pose le plus problème aujourd'hui, c'est la question de la pêche et plus précisément de l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques. La justice européenne épingle la Pologne et la Hongrie. La Cour de justice de l'Union européenne reproche aux deux pays des manquements à l'état de droit. La juridiction estime que la Pologne ne respecte pas l'indépendance des juges du tribunal constitutionnel et elle sanctionne la Hongrie pour sa politique à l'égard des migrants et des demandeurs d'asile. Les explications de notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazé. La Cour a estimé pour la Pologne que le Conseil national de la magistrature devait pouvoir contrôler la nomination des juges à la Cour suprême. La loi adoptée au Parlement polonais il y a 18 mois doit donc être retirée. Le Conseil de la magistrature pourra à nouveau rejeter des candidats ou proposer lui-même des juges pour la Cour suprême. La Hongrie, de son côté, avait déjà été condamnée en mai pour sa politique mise en place depuis la crise migratoire de 2015. Elle a dû depuis fermer ses camps de transit. Ce jeudi, la justice de l'UE va plus loin. Elle estime d'abord que le fait d'avoir retenu des migrants dans ces camps était contraire au droit européen. Et la Cour décide ensuite que la Hongrie a manqué à ses obligations internationales de protection des demandeurs d'asile en limitant le nombre de migrants autorisés à entrer dans des zones elles-mêmes très restreintes où il était possible de demander l'asile. C'est un hasard du calendrier que ces deux décisions tombent justement une semaine après l'accord au sommet sur le mécanisme de l'état de droit, mais la Cour de justice de l'UE met à mal le discours commun de la Hongrie et de la Pologne qui affirmait que le mécanisme de surveillance de l'état de droit était un outil politique conçu à leur encontre par les pays de l'ouest de l'Europe. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI. La Russie a elle aussi été sanctionnée aujourd'hui, Clémentine. Oui, et sur un tout autre sujet, le dopage dans le sport, l'Agence mondiale antidopage a décidé d'exclure la Russie qu'elle accuse de triche des grandes compétitions internationales pendant 2 ans. La Russie ne pourra donc pas participer en tant qu'État aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été prochain, ni aux Jeux Olympiques 2022 de Pékin. Les athlètes russes pourront en revanche participer à ces compétitions sous une étiquette neutre, c'est-à-dire sans porter le drapeau de leur pays. C'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci également à vous, Zéphirin Quadio, à mes côtés pour le présenter. Merci Clémentine, c'était un plaisir.